On est bon. Eh ben non, on n'est pas bon. T'as touché les câbles et du coup, ça a tué Tiny. Attendez, bougez pas. Allez, parfait. Alors, j'ai chopé le retour, je vais bien mettre la caméra et on va pouvoir se caler correctement sur la question combien il nous faut de trempes pour forger une lame. Non, j'allais m'en occuper. Est-ce que tu crois que tu peux me choper un USB vers un USB-C parce qu'il me reste 2% de batterie sur la tablette? Le truc que j'avais pas du tout anticipé. On a sur mon bureau pour charger la petite ponceuse. Ça me va, je prends. Tu le fais ou tu me laisses? J'ai pas. Et bah bingo, ça charge. Il y a marqué aucune recharge en cours. Quoi? Attends. Attends. Je pense que ça va me demander si j'autorise le. Je peux pas l'autoriser. Ouais. Il est à 13% de batterie. Bah, sinon, Je lui pique son chargeur. Ah, parfait. Il y a assez de longueur, je pense. Tac. On arrive, hein. Allez, génial. Ouais, c'est bon, ça charge. Parfait, parfait. Est-ce que j'ai le chat? On est bon? Est-ce qu'on est bien? Ouais, parfait. Allez, feu. Ok. Hier, on a vu comment on faisait du bronze, comment on faisait du fer. Et maintenant, on peut aller directement en fait sur comment on forge une lame. Alors, tac. Comment forger une lame? Là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire pareil, on se couchera moins con. Et puis, on va se faire aussi on va se mettre à jouer. Parce que ça me manque aussi de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, coucou Malfdor. Malfdo. Malfdo. Comment ça va aujourd'hui? Hop, là. C'est parfait. Eurotechnie, peut-être pas. Ça nous dit comment forger. C'est sur le site nopanic.fr. Et bah allez, on va se lancer. T'as le droit, elle m'a fait mal, rassure-toi. Merci. Merci. Je pense que j'en avais besoin. Attends, le micro, il m'embête, je vois pas ce que je suis en train de lire. J'ai vraiment un problème, moi, avec les noms, hein. C'est vraiment la galère, hein. Ok. Allez, donc on s'est sur le site nopanic.fr. Forger un couteau de A à Z, ça ne s'invente pas. Il faut respecter une succession d'étapes tout importantes pour forger une lame en acier. Voici un complément de l'excellente artiste de Crousty, les étapes de fabrication d'un couteau. Est-ce que je l'ai là ou pas? Ok. Fabrication d'une lame d'un couteau à forger. Donc là, il y a pas mal de conseils. Ok, là, c'est trop précis. Je suis sur les couteliers basques. Forger un couteau en 7 étapes, du métal au tranchant. Forger un couteau consiste à chauffer un acier jusqu'à le rendre malléable, puis à le façonner au marteau avant de le tremper. De monter son manche et de l'affûter en dernier. Et il faut compter 5-6 heures de travail pour une lame relativement simple. L'essentiel qu'il y a à retenir, on va chauffer l'acier.
Donc on rend le métal malléable aux alentours de 1200 degrés. On forge au marteau qui donne sa forme à la lame sur l'enclume. On trempe, on durcit l'acier pour lui rendre sa souplesse. Émouture, créer le profil biseauté du futur tranchant, affûtage et manche, monter le manche et affûter le tranchant en tout dernier. Ce qu'on avait vu hier, c'est que l'acier, il se fait à partir de fer qu'on va venir... Alors attends, c'est du fer avec du carbone qui est ajouté et en concentration, on est entre 0,2 et 2%. Et quand on dépasse les 2,11%, on est sur de la fonte. Ça, c'est ce qu'on avait dit hier. Coucou Vince, comment ça va? On est sur comment on fait un couteau? Donc ouais, donc la différence ce qu'on avait vu hier entre la fonte et le et l'acier, c'est que l'acier, il faut une concentration, faut ajouter du carbone entre 0,2 et 2%. Et dès que ça dépasse 2,11%, en tout cas c'est ce qu'on avait lu hier, dès que ça dépasse 2,11%, on est sur de la fonte. C'est principalement les Chinois qui ont fait pas mal de travaux sur la fonte, beaucoup plus que sur l'acier. Eh ben écoute, ça va. Non, en vrai, ça va. Ça va, ça va. Vraiment tranquille. Je me suis explosé le cerveau ce matin en faisant mon bilan comptable. Je suis encore dessus, je suis en train de faire le ping-pong avec les comptables pour faire le bilan. C'est la partie qui est pas cool et qui est chiante. Et j'ai fait ça tout ce matin. Je suis pas allée à la salle de sport parce que j'étais couverte de courbatures. Et en vrai, ça m'a fait du bien parce que je suis éclatée, que j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Et toi, comment ça va? Comment ça va? T'as streamé ce matin ou pas du tout? Ok. Allez. Là, on est sur quelque chose qui est vachement plus moderne. Peut-être les outils qui changent, mais la technique reste la même. Après, au niveau des essais. Un peu de retopo, c'est bien aussi. Enfin, sans parler de la compta. Ouais, ça fait du bien aussi. Mais après, je vais jouer, on va faire un petit peu d'Expédition 33. Hier, j'ai lancé un tout petit live sur Expédition 33 et je me suis rendu compte que ouais, ça me manquait. Ça me manquait. Après, ça me fait bizarre parce que j'avais dit qu'Expédition 33, c'était le seul jeu que je jouais totalement, complètement en stream. Et je me rends compte que ça m'enferme un petit peu. Des fois, j'ai envie d'y jouer, mais lancer un stream, ça nécessiterait un petit peu d'organisation. Des fois, je me dis, j'aimerais bien y jouer 10 minutes, une demi-heure. Et du coup, c'est là où je me sens un petit peu... Donc, je pense que ce sera peut-être le seul jeu que je ferai full en stream. Et après, les prochains jeux, je ferai un peu les deux. Petit stream ce matin sur PAL, si ça sent la fin. Ah, déjà. En même temps, tu disais, t'avais quoi? T'avais 223 heures dessus. C'était énorme. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien, mais là, j'ai les parades, il faut appuyer sur une autre touche, et vu que j'ai pas trop joué ces derniers jours, j'oublie en fait la touche plus la touche plus la touche, et donc du coup, faut que je me remette, faut que je me remette en jambe, quoi. Enshrouded me manque beaucoup. En fait, je le fais vraiment, Clair Obscur, je le fais vraiment que pour l'histoire. 255. C'est énorme. C'est énorme. Ok, allez, on retourne sur les étapes pour forger le couteau. Hench me manque pareil. Bah oui, non mais oui, mais moi ça m'étonne pas, hein. Les étapes pour forger un couteau de A à Z. Forger un couteau suit un enchaînement précis, du choix de l'acier à l'affûtage. La forge, à proprement parler, la chauffe et le martelage relèvent du forgeron. Dans notre atelier, nous reprenons l'acier une fois forgé. Chaque coutelier en maîtrise alors toutes les étapes de finition, de l'émouture au montage du manche. Ok, donc en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est deux personnes différentes qui s'en occupent et que le forgeron, il est vraiment là pour chauffer et pour marteler. Et après, c'est d'autres personnes qui s'occupent des étapes suivantes. Voici les 7 grandes étapes de fabrication. Concevoir le modèle et choisir l'acier, souvent un acier au carbone apprécié pour sa dureté. Chauffer le métal dans la forge, à gaz ou au charbon, jusqu'à une température d'environ 1200 degrés pour l'assouplir. Ensuite, on va forger la lame au marteau sur l'enclume avec des outils de forgeron pour régler la longueur et l'épaisseur du couteau. On réalise le recuit, puis la trempe à l'huile et le revenu pour fixer la dureté de l'acier. Ça, il va falloir que je sache en fait comment ça fonctionne. Et puis surtout combien il faut de trempe, comment ça fonctionne. Ce qu'on avait vu, c'était dans les katanas, ils faisaient une trempe à l'eau.
Et pour les occidentaux, on était sur une trempe à l'huile, sur une huile qui était chauffée à peu près à 80 degrés. Merci pour le follow, Superman. Merci beaucoup pour le follow. Une fois qu'on a fait le recuit, la trempe à l'huile et le revenu pour fixer la dureté de l'acier, on façonne les moutures. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Le profil biseauté qui prépare le futur tranchant. On monte le manche et ensuite on va polir l'ensemble et affûter le tranchant. Moins de bruit dehors pour dormir. Ah oui. Bonjour Azerty. Ça dit quoi? Ça dit que là, on va voir combien il faut de trempe pour créer une lame de couteau. Alors, combien de temps faut-il pour forger un couteau? Environ 5-6 heures de travail. Ça, c'est avec des gens qui savent bosser. Je pense que ton premier couteau, t'es en galère que t'en peux plus. En fait, ce que dit le modo, c'est que on a des concerts dans Valence qui ont commencé hier soir. Il y a énormément de monde qui passe dans la rue et en parlant. Et vu qu'il fait 40 millions de degrés dehors et encore on n'est plus en canicule, on a quand même les fenêtres ouvertes et en fait ça fait un bruit. Et hier on avait que les basses du concert et c'était l'enfer parce qu'on n'est pas très loin du centre-ville. Donc du coup c'était ça un peu la galère. Ok. Forger un couteau, cette durée s'explique par le nombre d'étapes manuelles, de la chauffe de l'acier au polissage. Bien choisir l'acier et les matériaux du couteau. Le choix de l'acier détermine la qualité, la dureté et la longévité d'un couteau. Deux grandes familles dominent la coutellerie. L'acier en carbone, facile à affûter et très tranchant, et l'acier inoxydable, plus résistant à la corrosion. Le choix dépend aussi de l'utilisation prévue, en cuisine ou en extérieur. Pour les pièces d'exception, nous travaillons les lames d'acier de Damas, un acier dont la forge empile des couches comme un millefeuille, 160 couches pour nos couteaux occidentaux, 67 pour les lames japonaises. Hop, ok, il me faut un autre site pour avoir plus de détails. Parce que là, c'est principalement de la pub en fait, donc du coup, je comprends toujours pas le concept. De quoi, de la coutellerie ou juste le concept du live? Alors, la lame, le manche, les outils nécessaires. Fabriquer, finition du couteau. Ok, ok. Est-ce que j'ai un petit peu plus de détails? Je suis en train de tomber sur plein de blogs avec des photos, avec des gens qui font leur premier couteau. En vrai, ça a l'air trop intéressant. Moi, ça m'éclaterait. Mais je pense que c'est plutôt la première étape qui m'éclaterait avec le métal en fusion. Le concept du live? Eh bien, écoute, le concept du live, c'est on se couchera moins con. Ça veut dire que là, en fait, toutes les questions qu'on se pose, les questions à la con, les sujets, et ben en fait, on les aborde, on se pose des questions. Moi, je lis et en fait, je cherche les sources d'informations et en fait, on apprend à ce moment-là. C'est démarré en fait de la question et du constat que je savais pas comment fonctionnait un ordinateur. Et on est parti de la base. Le premier live qu'on a fait, c'était la création de l'électricité. Comment on a fait une première étincelle. Et ça commence avec Thalès qui a frotté de l'ambre sur une peau de bête et ça a fait de l'électricité statique. Et ben en fait, c'est ça le concept du live. T'es là, tu suis, ça te plaît pas, mais dans tous les cas, peut-être qu'en 5 minutes, tu finiras moins con, t'apprendras peut-être un mot, une notion. Et là, la question d'aujourd'hui, on est sur la deuxième partie. Hier, on était sur tout ce qui était le cuivre, le bronze, où est-ce qu'on a trouvé le cuivre, comment on a fait les premières armes en bronze, les premières choses. Et là, on est sur les étapes du couteau. Et combien faut de trempe. C'est cool en vrai. Bah, en vrai, je me dis, ça peut être cool, quoi. Et puis, si ça te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne, hein. Pour le coup, c'est toujours. Voilà, peut-être que les sujets t'intéresseront pas, tous, mais moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de comprendre. Il y a eu un moment, c'était il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, on était sur le code binaire. J'ai compris comment fonctionnait le code binaire. Ah, il y a 4 minutes? Ah, on n'a pas eu d'alerte? Ah, bah, Azerty, désolé, on n'a pas eu l'alerte de follow. C'est bizarre. C'est étrange. Bon, ok. Je vais poser plutôt une autre question. Donc, comment forger au Moyen Âge? Parce que sinon, je suis sur trop de sites qui te disent viens, paye ton stage, tu vas pouvoir forger un couteau.
Salut Samy Minou, comment ça va aujourd'hui? Alors, au Moyen Âge, pour forger le métal, les artisans utilisaient le forgeage à chaud, en chauffant le fer dans un brasier de charbon jusqu'à ce qu'il devienne malléable, avant de le façonner au marteau sur une enclume. Dans un premier temps, ils préparaient le foyer. Le forgeron utilise un brasier alimenté au charbon de bois ou de houille. Un grand soufflet manuel injecte de l'air via une tuyère. Tu mélanges ton café avec ta tuyère? Pardon, je sais, c'était pourri. Allez, qu'est-ce que c'est qu'une tuyère? Qu'est-ce que c'est une tuyère? De follow, de points de chapine joués en même temps? Parfois, Wizbot est dans quel... Ah, de chat, ok. De chaîne. Oh là là, oula. Une sorte d'entonnoir. Ouais. Un conduit en forme ajustée qui sert à faire avancer un fluide, à chauffer un four ou à arroser un jardin. En métallurgie, on parle des hauts fourneaux. Du coup, la tuyère a une forme, en fait, vraiment d'entonnoir, en fait. Soit c'est conçu pour accélérer l'écoulement d'un fluide, soit c'est pour transformer l'énergie thermique ou la pression en énergie cinétique. Ok, donc un grand soufflet manuel injecte de l'air via une tuyère pour augmenter l'apport en oxygène. Le feu atteint ainsi une température comprise entre 800 et 1200 degrés. La chauffe du métal. Le morceau de métal, le fer issu du bas fourneau ou d'acier, est inséré dans des braises à l'aide de longues pinces ou de tenailles. Le forgeron surveille la couleur du métal pour évaluer sa température. Entre 700 et 900 degrés, le métal rougit et devient aussi malléable que du beurre. Au-delà de 1200 degrés, on est sur la température de fusion. Et hier, on avait vu que pour le bronze, on était sur une fusion qui était en dessous de 1000 degrés. Et c'est pour ça que l'âge de bronze était avant l'âge du fer, parce qu'en fait, le bronze avait un point de fusion qui était plus bas, alors qu'il a fallu avoir des évolutions technologiques pour pouvoir monter en température, ne serait-ce qu'au niveau de l'apport en oxygène avec les soufflets. Et en fait, on ne pouvait pas faire du fer ou de l'acier ou de la fonte à cette époque-là, parce que en fait, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas encore les technologies pour atteindre des températures assez hautes pour atteindre le point de fusion avec les hauts fourneaux. Alors, je ne sais pas, Azerty. Et fais attention à pas me perdre dans une direction qui me plaît pas. Je vais demander au modo d'aller checker. Et puis on va regarder. Alors. Et ben voilà. Merci Vince. Merci beaucoup. Martelage et façonnage. Le métal incandescent est posé sur l'enclume, un lourd bloc de fer à surface plate doté d'une pointe, la bigorne. L'artisan frappe le métal avec différents marteaux pour l'étirer, l'aplatir et le courber. Pour des objets complexes, épais, outils tranchants, le forgeron pratique le soudage à la forge. Il superpose des couches de fer et d'acier, puis les martèle ensemble à de très hautes températures pour fusionner les cristaux sans faire fondre le métal. Ensuite, on a un traitement technique, thermique. Pour obtenir une arme ou un outil résistant, le forgeron applique 3 traitements thermiques essentiels détaillés par les spécialistes dans Medieval Boutique. La sémentation. La sémentation, donc il y a 3 trucs. Il y a la sémentation qui est chauffer le fer dans le charbon pour faire migrer le carbone en surface et créer de l'acier dur. La trempe, plonger brusquement la pièce chaude dans un liquide froid, de l'eau ou de l'huile pour figer la structure moléculaire et la rendre extrêmement dure. Et le revenu, c'est réchauffer légèrement la pièce après la trempe pour réduire sa fragilité et redonner l'élasticité, en évitant que l'arme ne se brise au premier choc. Allez. Définition, le métal refroidi est frotté et affûté à l'aide des limes. Moi, c'est la partie sémentation, trempe et revenu qui sont hyper intéressantes pour moi et que j'aimerais comprendre. Ok.
Alors, technique de fabrication des épées médiévales. Donc là, on est sur la forge. Ok, on va voir. On va voir pour les épées médiévales. Déjà, je trouvais ça hyper intéressant hier qu'en fonction du soufflet qu'ils allaient mettre sur la même lame, je savais pas que tu pouvais avoir et du fer et de l'acier. Et en fonction en fait du carbone que tu allais ajouter, tu allais avoir en fait de l'acier et sur la même lame sans ajouter deux métaux différents, tu pouvais avoir à l'arrière du fer et sur le tranchant de l'acier. Je trouvais ça hyper intéressant. Azerty, je trouve que tu vas un peu dans tous les sens. Du coup, c'est peut-être pas le thème du live. Pour les interventions, c'est hyper cool quand ça a un lien en fait avec ce dont on parle. En tout cas, moi, je préfère. Ok. Les forgerons du Moyen Âge avaient derrière eux plus de 1000 ans de savoir-faire. Ils pouvaient produire à volonté du fer et de l'acier. Tout travail de forge nécessite des chauffes successives du fer au sein du foyer. Durant ces opérations, il y a diffusion du carbone du charbon dans le fer. Cette diffusion pardon. Ok, il y a des fautes de frappe dans le texte, c'est pour ça que je suis en galère pour le lire. Est-ce que si je le passe à l'horizontale... Non, si je le passe à l'horizontale, les coupures, en fait, elles se font pas au bon endroit. Allez. Donc, la diffusion du carbone, elle se fait aux alentours de 900 degrés et la pénétration du carbone est de l'ordre de 0,1 à 0,2 mm par heure de chauffe. Ce fer est donc aciéré en surface. C'est ce qu'on appelle la sémentation, propriété connue et utilisée déjà par les Celtes. On parle des différentes... Mais Azerty, mais enfin, est-ce que tu as lu le titre de ce stream? Là, on est sur l'acier pour la forge. Hier, on était sur le bronze, et le bronze, il est coulé. Là, on est vraiment sur la forge précise, sur l'acier. Parce que moi, je veux comprendre le principe des trempes. À chaque fois, il parle de trempes et de trucs comme ça. Et en plus, bah forcément, en fait, l'algorithme des réseaux sociaux fait que j'ai que, en ce moment, des vidéos de trempes, de forge, des émissions où tu créais des couteaux et tout. Et donc, du coup, ça me donne envie. Je fais, putain, moi aussi, je veux créer mon couteau. Principe de base, les viewers ne lisent pas les titres. Un peu comme moi quand il y a les aides sur les jeux, les tutos sur les jeux. Et après, je suis en mode, je comprends pas, j'arrive pas à jouer. Bah oui, meuf, tu lis pas. Allez, on continue. Ok. Donc la sémentation, en fait, c'est le fait d'incorporer du carbone dans du fer qui est chauffé. Et en fait, ce carbone, il va rentrer de 0,1 à 0,2 mm par heure. Donc en gros, tu vas mettre juste suffisamment de carbone dans ton fer pour que ça se transforme en acier sur l'extérieur, qui fait que ça va pas casser et voler en éclats parce que tu auras du fer à l'intérieur et tu auras de l'acier à l'extérieur. Bonjour hérétique. Alors, pour faire la différence entre les deux produits des forgerons, les mé- alors, pour faire la différence entre les deux produits, les forgerons les mettaient dans un milieu corrosif comme le fumier. Le fer était moins attaqué que l'acier. Oh. Les métaux ferreux changent de couleur lorsqu'on les chauffe. Ces couleurs correspondent à des températures où les forgerons pouvaient ainsi contrôler ces dernières. C'est d'elles et de leur bonne maîtrise que dépend tout le traitement de la sidérurgie. Bonjour à toi. La trempe d'un acier a pour but d'augmenter sa dureté. Cependant, plus la teneur en carbone est grande, moins l'acier est ductible. Ductible, c'est malléable. Il peut être modulé sans casser. On l'avait vu hier. Parce que je savais pas ce que ça voulait dire, ce mot-là. Aux alentours de 2,3% de carbone, le forgeage n'est plus possible, le métal devient trop cassant. Ce qu'on avait vu hier, c'est qu'à partir d'une concentration de 2,11, si je dis pas de bêtises, on n'est plus sur de l'acier, on est sur de la fonte. Et en fait, plus il y a de carbone dans ton fer, plus ça va changer d'état, ça n'aura pas le même nom, mais plus ça va devenir cassant. De plus, la résilience d'un acier trempé, sa résistance au choc diminue avec l'augmentation du taux de carbone. Ah bah voilà, et bah voilà. Comme quoi je dis pas trop de conneries. Enfin pas trop, un petit peu. La dureté augmente avec l'augmentation du taux de carbone. Coucou Morgane, comment ça va?
Alors, tac, on est là, on est sur la trempe. Voilà. Les aciers sont formés de microcristaux qui apparaissent au cours du refroidissement du métal et ne sont visibles qu'au microscope. Au cours de la chauffe d'un acier, son organisation cristalline change. À chaque température correspond une structure bien précise dans l'alliage fer-carbone. La trempe dans un bain plus ou moins froid a pour but de conserver la structure cristalline désirée qui confère à l'alliage une dureté voulue. Du coup, ça veut dire que c'est la forme des cristaux? Je vais continuer de lire et puis si j'ai pas la réponse, on va aller la chercher. Ça va et vous? Comment ils vont? Eh ben écoute, ça va. Là, on est sur tout ce qui est trempe, combien faut de trempe, comment ça fonctionne pour forger les lames. Et puis après, on se mettra sur Expédition 33 pour que je puisse continuer le jeu. Non, en vrai, ça va bien. Je préfère largement là être en live que de faire mon bilan comptable sur lequel j'ai bossé ce matin. Alors, donc, au cours de la chauffe, un acier, son organisation cristalline change. Ça, c'est OK. La trempe dans un bain plus ou moins froid a pour but de conserver une structure cristalline désirée qui confère à l'alliage une dureté voulue. Et la composition du bain, sa température joue un grand rôle au niveau des propriétés mécaniques du produit fini. D'où ce qu'on avait vu sur le tout premier live qu'on avait fait un soir sur les lames de Damas, qui était euh, les katanas ont une trempe à l'eau et la plupart des lames occidentales ont une trempe à l'huile chauffée à 80 degrés. Alors, tac. Après avoir chauffé l'acier aux alentours de 800 degrés, il est refroidi brusquement dans un bain. Cette opération va transformer le carbone de l'acier en grains presque aussi purs que le diamant. Le choc thermique que subit la pièce d'acier entraîne des contraintes internes telles que cette dernière devient très fragile tout en étant très dure. Donc tu attends que ta lame elle soit à 800 degrés. Ensuite, tu la refroidis brusquement dans un bain. Ça va transformer le carbone de l'acier en grains vraiment durs et purs. Ah, donc ça va retirer les impuretés? Dans un sens, la trempe, c'est ça qui retire les impuretés? Merci Jean-Marc pour le follow. Oui, il a une patience que je n'ai pas. Avec nos potes, on dit toujours que lui, il va finir au paradis pendant que nous, on va finir en enfer. Bon, bah voilà, maintenant vous avez un petit bout de l'explication. Bonjour Rayon Vert. Et évidemment, bah bien sûr. Alors, cette opération, donc, ça transforme le... Ok, donc c'est... Tu chauffes à 800 degrés, tu fais ta trempe, ça fait un choc thermique, ça retire les impuretés et en même temps, ça le rend très dur. Pour éliminer une partie de ces contraintes, il est nécessaire de faire subir à la pièce un second traitement, le revenu. Et en fait, ça consiste à réchauffer la pièce pendant un laps de temps plus ou moins long, en fonction du produit à obtenir à une température inférieure à celle de la trempe pour ne pas éliminer ses effets. La trempe étant réversible, il ne faudrait pas l'annuler. Si tu chauffes trop, tu annules l'effet de la première trempe, mais tu dois quand même rechauffer un petit peu pour que ce soit moins dur et moins cassant. C'est là où moi, il me faut une touche avec le truc, le ça va chier. On fait pas chier le modo. Allez. La température de la chauffe dépend elle aussi des propriétés mécaniques que l'on veut pardon, pour le produit fini. La chauffe élimine une partie des contraintes dues au choc thermique de la trempe et rend la pièce plus résiliente. Ok, là on est les aciers corroyés, on est sur les épées germaniques. Ça sera intéressant à partir du moment où j'ai hop, la réponse à combien de trempes il faut. Attendez, je vais poser la question. Pourquoi on fait plusieurs trempes? En fait, si, je sais pourquoi on fait plusieurs trempes, mais du coup, est-ce qu'il y a un nombre précis? Trempe pour une lame en acier. Attends, pourquoi on va discuter? On dirait Smash. Je l'ai jamais vu à l'œuvre.
Il faut qu'on le voit à l'œuvre. Ok. Si on parle de faire plusieurs trempes successives sur une même lame en acier, l'idée est généralement de modifier ou d'affiner sa microstructure pour obtenir de meilleures propriétés mécaniques. Attention, plus de trempes est différent de automatiquement meilleur acier. Imagine la fabrication d'une lame en 3 enjeux: dureté, résistance au choc et finesse de la structure interne. Lors de la trempe, on chauffe l'acier jusqu'à une température où sa structure devient principalement de l'austénite, puis on le refroidit rapidement. Ce refroidissement transforme une grande partie de cette austénite en martensite, une structure très dure, idéale pour garder un tranchant, mais aussi plus de fragile. Ok, austénite et martensite, il faut que j'aille chercher. J'ai subi un misclick une fois. De qui? De Smash? Parce que le modo, il a tendance à Théo et à ban Smash un peu facilement, sans faire exprès. Quoi? Une fois, ça m'est arrivé. Ça t'est pas arrivé une fois, ça t'est arrivé au moins 2 fois. Tu l'as Théo aussi. Non. Une cookie. Ah oui, ouais, oui. Fortune Cookie, il avait demandé son Théo. J'avais souvenir que si on fait bien la trempe, on peut en faire qu'une. Je veux bien l'explication de pourquoi on en fait plusieurs du coup. Bah ouais, en fait, oui. Regardez, il n'y a que le Malf qui suit. Que what? Alors, donc, l'austénite et le martensite, c'est 2 phases cristallines majeures de l'acier et des alliages de fer. L'austénite, c'est une structure stable à haute température et ductile, tandis que la martensite est une structure ultra dure, obtenue par un refroidissement très rapide, la trempe qui piège le carbone. Austénite, structure cubique à face centrée, et martensite, phase métastable obtenue par une transformation sans diffusion. Faut que je comprenne. Je comprends pas. Écoute, tant mieux et merci, parce que moi ça m'éclate. Alors après, si ça m'éclatait, en vrai, si ça m'éclate pas, je le fais pas, hein. Je pense qu'on est à l'échelle de l'atome. Bougez pas. C'est quoi NI et TI? Oh putain. NI, TI. Est-ce qu'il y en a un qui... S'il vous plaît. NI et TI. Attendez. Tableau des éléments. NI. Et contrairement à notre ami précédent, moi, peu importe le sujet, tant que c'est pas ésotérique. Quoi, tu veux pas invoquer les esprits? Qu'est-ce que t'as contre les esprits? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Dit-elle en mettant du sel aux 4 coins de sa pièce. Tu sais, tu le fais à l'américaine. Oh, come on. Alors, le nickel et TI. Le Ni est le nickel, l'élément 28 du tableau périodique des éléments et qui est en plein milieu. TI, où est TI? Le titanium, qui est en haut à gauche, élément 22. Grand T, petit I. Nickel et titane. Et coucou Edelana, comment ça va? Écoute, ça va super. On est en train de comprendre le principe de l'acier, des différentes trempes. Je veux savoir pourquoi on fait plusieurs trempes. Enfin ça, je commence un petit peu à comprendre, mais en fonction, est-ce qu'il y a un chiffre à respecter? Comment ça fonctionne? Et en fait, en fonction des trempes, ça va changer la structure. Et donc, cette structure, ça va être... Où est-ce qu'on est? Pardon. En fonction de ta trempe, tu vas avoir soit de l'austénite, soit de la martensite. Donc ça veut dire que ça va être la structure de ta lame que tu vas refroidir. Au niveau de la structure, tu vas avoir en fait l'austénite, tu vas avoir du nickel et du titane. Et en gros, sur la structure moléculaire, t'imagines un cube. Quand c'est de l'austénite, ton cube, t'as que du titane à l'extérieur et du nickel à l'intérieur. Et quand on est sur de la martensite, ton cube, il est bourré, donc ça veut dire qu'il est en diagonale. Et c'est un joyeux mélange entre le nickel et le titane.
Je pense que c'est assez bien résumé. Je vous laisse petit en calme avant la reprise. Bon courage, bon après-midi. Pardon. Ouais, c'est ça. Et donc, soit t'as de l'osténite, soit t'as de la martensite. Ouais, la martensite, en fait, c'est un cube penché, c'est un cube qui est bourré. Eh, arrête, c'est super bien expliqué. Très bien vulgarisé. T'en as un, t'as tout ton titane à l'extérieur et t'as un truc de nickel à l'intérieur. T'en as un autre, il est bourré, c'est un joyeux mélange entre ton titane et ton nickel. Il y a un intérêt à avoir l'un plutôt que l'autre, justement, c'est ce que j'essaye de comprendre. Tu vas avoir, en fait, l'osténite. Attends. Où on est? Dans mon souvenir, du peu que j'ai lu, la martensite était très dure. Tac. Osténite, martensite, mine d'étain. Non, je n'ai plus besoin d'avoir les mines d'étain. Tac. Voilà. On modifie, on a donc hop, plusieurs trempes successives pour une même lame en acier. L'idée est généralement de modifier ou d'affiner sa microstructure. Plus de trempes, c'est pas automatiquement un meilleur acier, ça c'est ce qu'on avait lu. Et en fait, lors de la trempe, on chauffe l'acier jusqu'à une température où sa structure devient principalement de l'austénite. Puis on le refroidit rapidement. Ce refroidissement transforme une grande partie de cette austénite en martensite, une structure très dure, idéale pour garder un tranchant, mais aussi plus fragile. Donc ça veut dire que l'austénite, on est là. L'austénite, voilà, c'est les deux phases. En fait, c'est la cristallisation de l'acier. L'austénite et la martensite, on est sur la cristallisation de l'acier, c'est-à-dire quelle forme ça va avoir. En gros, tu vas avoir ton bloc et si ça va être plutôt des fibres, si ça va être plutôt des plaques, faut imaginer ça comme est-ce que ça fait comme des cristaux, comme un glaçon, ou est-ce que ça fait plutôt des petites plaques un petit peu arrondies qui vont se coller. Et en fait, sur cette cristallisation, c'est la température et le refroidissement qui vont déterminer si on est sur de l'austénite ou de la martensite. Un stream scientifique? Non, on est sur les forges et les lames. Mais merde, on a perdu Edelana. Et en fonction de la lame que tu veux, tu dois adapter ton trempage. Oui, et je pense que c'est en fonction de la dureté. L'austénite est une structure stable à haute température, cubique, voilà, à face centrée, non magnétique. Elle est ductile, donc c'est-à-dire qu'elle est malléable sans rompre, tandis que la martensite, c'est une structure ultra dure, mais fragile. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. L'austénite, elle est présente à une température entre 723 et 911 degrés, en fonction de l'alliage évidemment. Et la martensite, hop, naît d'une transformation sans diffusion, donc par cisaillement, lorsqu'on trempe l'austénite très rapidement. C'est extrêmement dur, résistant, mais c'est cassant. Et ça a des propriétés magnétiques. Donc ça veut dire que tant que c'est pas refroidi très vite, t'as pas de propriété magnétique. En gros, t'as pas d'aimant qui peut se créer sur quelque chose qui est en fusion. Ok, c'est hyper cool. Ah, merci pour le follow, Ferisra Oussam. Merci beaucoup. Donc, les températures clés, refroidissement rapide qui empêche les atomes de carbone de s'échapper par diffusion. Et ça bloque leur isocristallin. Ok. Allez. Pourquoi on fait plusieurs cycles de chauffe, de trempe? Faire plusieurs cycles peut avoir différents objectifs. Affiner le grain. Avec des cycles thermiques correctement maîtrisés, on peut obtenir une structure plus fine et homogène. Un grain fin améliore généralement la ténacité de la lame. On peut homogénéiser une structure. Après la forge, l'acier peut avoir subi des chauffes irrégulières, des cycles thermiques permettant de corriger en partie cette structure avant la trempe finale. Est-ce qu'on avait vu un petit peu plus tôt que ta première trempe, si tu rechauffais plus chaud
que ce que tu avais fait l'étape d'avant, t'annulais tout. Donc ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois à quelque chose d'un petit peu plus bas en termes de température pour pas perdre les effets de tes premières trempes et de tes premières chauffes, en l'occurrence. Et dans certaines traditions de forge, plusieurs trempes ont été utilisées empiriquement pour obtenir un résultat plus fiable avec des aciers et des températures moins précisément contrôlées qu'aujourd'hui. Alors, il y a une nuance importante. Ce qu'on appelle parfois plusieurs trempes est en réalité souvent une confusion avec plusieurs cycles de normalisation avant la trempe ou plusieurs revenus après la trempe. Le schéma classique d'une lame moderne serait plutôt on forge, on fait des cycles thermiques, on chauffe à température d'austénitisation, on fait une seule trempe et un ou plusieurs revenus. Le revenu, c'est important. Après la trempe, la martensite est très dure mais fragile. On réchauffe donc la lame à une température plus basse pour diminuer sa fragilité tout en conservant suffisamment la dureté. C'est là, Malf, où je crois qu'on a la réponse de ce que tu disais. En gros, là, de ce que je lis, c'est que t'as qu'une seule vraie grosse trempe, mais par contre, t'as plusieurs cycles de rechauffe, justement, pour que ta martensite, elle soit plus aussi fragile. Elle est très dure, ok, mais si elle est trop dure, elle devient très cassante. Et donc, ce phénomène de rechauffe, c'est le revenu. Et donc, c'est pas refaire différentes trempes. Ok. Donc, si tu as lu qu'une lame est trempée 3 fois, ça peut réellement désigner 3 trempes successives, mais ce n'est pas une règle selon laquelle 3 trempes rendraient forcément une lame 3 fois meilleure. Avec certains aciers modernes, répéter inutilement l'austénitisation et la trempe peut même parfois provoquer de la décarburation, déformation, fissure, grossissement du grain. Parce qu'on voyait que quand on faisait la trempe, des fois, il y avait le carbone qui partait en fait de la lame. Sauf que si ton carbone, il part de la lame, on n'est plus sur de l'acier, on est plus sur du fer parce qu'on n'a pas la même concentration. Ok. Tac. On va reprendre un petit peu ce qu'on disait pour être sûr que j'ai bien compris. Ok, là on est sur l'acier trempé, là on avait vu l'acier corroyé. Naissance des aciers corroyés, on aura peut-être des réponses là-dedans. L'épée médiévale est un outil qui doit être très dur tout en restant le moins cassant possible. Sa fabrication requiert donc un compromis entre la dureté et la résilience sans négliger une nécessaire élasticité. Pardon. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Celtes d'Europe centrale fabriquaient des lames composites de fer et d'acier. Ils connaissaient la trempe et la sémentation. Pour résoudre le problème dureté-résilience, les Celtes ont donc allié le fer à l'acier. Cette région resta réputée pendant tout le Moyen-Âge et même au-delà de sa production de lames. La Norvège viking appréciait ses épées, bien que l'exportation d'armes ait été interdite par les Carolingiens. Le monde musulman importa aussi des lames de ce type entre le 9e et le 12e siècle. Ok, ok, ça me va. Jusqu'au XIIe siècle, les lames des épées étaient fabriquées de la même manière, en damas corroyé torsadé. Avec le temps et l'expérience, les forgerons avaient compris que plus les couches de fer et d'acier étaient nombreuses, plus le corroyé était résistant. Mais attends, c'est quoi le corroyé? Parce que là, c'est la première fois que je le lis. Bonjour MT. D'accord. Ouais, Eh ben allez. Du coup, avec les alliages, plus trop besoin de trempe. Au revoir MT. Au revoir. Morgane, t'es une tueuse. T'es une tueuse. Je me pose un peu les mêmes questions que toi, Morgane, donc ça veut dire que c'est pas assez clair et qu'on n'a pas trouvé la solution. Si c'est pas clair, si ça peut pas être vulgarisé, ça veut dire qu'on n'a pas encore complètement l'info. Pour moi, t'as quand même besoin d'une trempe parce que t'as pas la même structure au niveau de ton acier. Et en gros, la trempe est absolument nécessaire pour avoir quelque chose qui est dur au niveau de ton acier et passer de, tu sais, les fameux atomes, attends, austérite et, putain, je sais plus comment ça s'appelle. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Martensite.
Austénite et martensite. Pour moi, tu dois forcément, peu importe la lame, passer de l'austénite au martensite pour pouvoir avoir une lame qui est solide. Mais tu dois quand même systématiquement passer par une rechauffe de ta lame pour que la partie martensite soit pas trop cassante. Du peu que je comprends. Corroyer en métallurgie et en forge signifie travailler fortement un métal à chaud par martelage. Ok, donc ça c'est la première étape. Première étape de la forge. Forgeage ou laminage afin de le compacter. On le compacte, on le rend homogène, on lui donne de meilleures propriétés mécaniques. Jusque-là, pas de souci. En fait, en gros, on va le... En gros, si on le compare à une pâte à pain, bah, on va le pétrir. Toute proportion et chaleur gardée, évidemment. Par exemple, on obtenait une loupe de fer. Donc la loupe de fer, c'est ce qu'on récupérait. En fait, c'était le fer en fusion qu'on récupérait des hauts fourneaux. Une masse spongieuse contenant du métal, mais aussi des scories et des impuretés. Le forgeron la chauffait puis la martelait à plusieurs reprises. Ce travail permettait de chasser une partie des scories. Les scories, c'est les impuretés, c'est ce qui va se dégager, c'est ce qu'on doit évacuer. Et plus on va marteler, plus on va les évacuer et plus on va avoir un métal qui va être, entre guillemets, pur. Une fois qu'on a ce métal qui est pur, on va venir ajouter du carbone. En fonction de la quantité de carbone, tu passes sur de l'acier. Si tu mets trop de carbone, tu passes sur de la fonte. Mais le problème de la fonte, c'est que c'est trop cassant. Le modo, on valide. Jusque-là, je dis pas trop de conneries. Ok. Ouais. La loupe brute, on chauffe, on martèle, on replie, éventuellement on soude, et ça fait un métal plus compact et homogène, c'est le corroyage. Le mot acier corroyé désigne donc un acier qui a subi ce travail mécanique. Mais ça nous explique pas la trempe. Oh coucou Gambas Colorado Sausage. Comment ça va? Alors, demandez à ChatGPT, est-ce qu'on peut faire de l'acier sans trempe? Parce que c'est ça notre question. Bonjour, Marine Shaddock. Excusez-moi si j'ai des problèmes de prononciation. Ok. On peut fabriquer de l'acier sans jamais le tremper. La confusion vient du fait que fabriquer de l'acier et tremper de l'acier sont deux étapes complètement différentes. L'acier, c'est avant tout un alliage de fer contenant du carbone, généralement jusqu'à environ 2% de carbone. C'est donc sa composition chimique qui en fait un acier, pas la trempe. Donc ça, c'est clair. La trempe, elle sert à modifier la structure microscopique d'un acier déjà existant. On chauffe certains aciers à une température appropriée, puis on les refroidit rapidement pour former notamment le martensite, qui est très dur. Fer plus carbone, ça fait de l'acier. Forgeage plus corroyage et éventuellement une trempe, ça fait un acier beaucoup plus dur. Si on fait la partie revenu c'est rechauffer. On a un compromis entre dureté et ténacité. Tous les aciers ne sont pas forcément trempés. Je trouve ça assez cool. La trempe est souvent recherchée parce qu'elle permet au fil de rester dur et de conserver son tranchant. Mais une pièce en acier peut parfaitement être utilisée à l'état recuit, normalisé ou simplement forgé. La trempe ne transforme pas le fer en acier. Oui, non, c'est pas la trempe qui transforme le fer en acier, c'est l'ajout de carbone. Mais elle transforme la microstructure d'un acier qui existe déjà. Du coup, elle va transformer la structure et la rendre plus dure. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair pour moi. Est-ce qu'il y a des conventions ou des styles de nombre de trempes? Est-ce que là, c'est en train de dire que la trempe, c'est quand même mieux, mais qu'il faut quand même le recuire, le réchauffer? Alors, ça me met qu'il faut distinguer les pratiques historiques traditionnelles des traitements thermiques modernes. Il n'y a pas de convention universelle, genre une bonne lave, c'est 3 trempes et tout. Le monde dépend surtout de l'acier, de la technique et du résultat recherché. Une trempe, c'est le cas classique. On chauffe la lame à sa température d'austénisation, puis on le refroidit rapidement dans l'eau ou l'huile ou un autre milieu adapté. Ensuite vient le revenu. Revenu, c'est quand on réchauffe et tout. Les trempes multiples. Certaines traditions artisanales
répète la trempe. Cela peut être utilisé pour affiner ou homogénéiser la structure, ou simplement faire partie d'un savoir-faire empirique. Avec les aciers modernes, c'est plus nécessaire, et chaque nouvelle trempe ajoute des risques de fissure, de déformation ou de décarburation. Et la trempe différentielle, ils te disent que c'est pas plusieurs trempes. En règle générale, il n'y en a qu'une seule, mais plusieurs parties de la lame refroidissent à des vitesses différentes. Le but est d'avoir un tranchant très dur et un dos beaucoup plus souple. Le katana japonais, avec son hamon, en est l'exemple célèbre. Ok. Et il y a ensuite des trempes sélectives, c'est-à-dire on ne trempe volontairement qu'une partie de la pièce, par exemple uniquement le tranchant. Ça me va. Ça me va. On va pouvoir continuer. Ah, mais il se passe ça dans ma tête, je suis en mode ah, ça y est, je comprends mieux. Allez, les épées jarnaniques. Ok. Jusqu'au XIIe siècle, les lames des épées étaient fabriquées de la même manière, en damas corroyé torsadé. Avec le temps, ça on avait vu, ça je l'ai lu. Alors attendez. Les pliages successifs lors de la fabrication entraînent l'allongement de ces fibres qui lui confèrent de l'élasticité. Cependant, il ne faut pas dépasser 20 pliages. L'âme des épées germaniques était formée de 2 lopins de damas corroyé torsadé. L'un dans un sens, le second dans l'autre. Assemblés bord à bord, ils étaient ensuite entourés par un tranchant d'acier. Le tout était soudé à la forge. Généralement, ces épées sont longues d'environ 80 cm et pèsent plus de 2 kg. Donc ça veut dire que les épées germaniques, il y avait quand même plusieurs couches différentes. Et en gros, tu en avais une où tu avais en damas corroyé. Donc en damas, ça veut dire que c'était une succession comme un millefeuille. Corroyé, c'était fondu, tapé pour avoir quelque chose de pur et torsadé. Ils mettaient les deux côte à côte et après ils te rajoutaient de l'acier. Le truc, c'est un machin monstrueux. Alors, soudure à chaud et ça, on s'en fout. Ok. Trempe à l'eau ou à l'huile? L'idée, c'est de vraiment être en capacité, ou en tout cas en théorie, de répondre à toutes les questions. Et du coup, je sais qu'il y a des trempes à l'eau et des trempes à l'huile. Je sais que les katanas, c'est une trempe à l'eau qui fait que ça devient plus dur, et d'autres qui sont à l'huile. Mais est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ça fonctionne? Et ainsi de suite. Hmm. Le choix entre la trempe à l'eau et à l'huile dépend entièrement de la nuance de l'acier utilisé et du résultat recherché. L'eau offre un refroidissement très rapide pour une dureté maximale, mais un risque élevé de fissure, tandis que l'huile assure un refroidissement plus doux et sécurisé. Quand on fait l'eau, c'est rapide. On a la dureté maximale qu'on peut avoir de l'acier. Par contre, en inconvénient, ça peut se déformer. Il peut y avoir des tensions internes et des fissures. Et les fissures, ils appellent ça des tapures. Utilisation réservée aux aciers faiblement halés ou au carbone spécifique qui le tolère ou sur une zone précise. La trempe à l'huile, elle, au niveau du refroidissement, c'est plus lent et c'est contrôlé, 4 fois moins rapide que l'eau. L'avantage, c'est que ça réduit grandement les risques de casse, de fissure et de déformation, tout en gardant une bonne ténacité. Et c'est recommandé pour la majorité des aciers et des outils. En gros, la trempe à l'eau, tu l'utilises moins souvent. Par contre, tu as intérêt à avoir un savoir-faire bien costaud. Nous sommes sur le site La Forge de Vince. Quelle est la différence entre la trempe à l'huile et la trempe à l'eau? Dans l'univers de la métallurgie, le choix du procédé de trempe peut déterminer les performances d'un acier. Chaque méthode, qu'il s'agisse de la trempe à l'huile ou de la trempe à l'eau, présente ses propres caractéristiques et avantages qui influencent directement la dureté, la solidification et les propriétés mécaniques du matériau traité. Il est indispensable de comprendre ces distinctions pour optimiser les résultats en fonction des applications industrielles recherchées. Ok. La trempe, c'est un traitement thermique essentiel qui modifie la structure interne de l'acier. Une fois chauffé, à une température précise, entre 800 et 900 degrés, l'acier se transforme en austénite. Ok, donc c'est des choses qu'on avait vues, donc qui sont quand même assez claires. Avantages, inconvénients, risque de fissure, dureté, on est bien. Et ben on est parfait. La différence dans les applications industrielles.
Le choix entre les procédures de trempe à l'eau et à l'huile doivent se baser sur l'application finale de l'acier. Une trempe à l'eau convient pour les couteaux, les outils de jardinage et certaines lames nécessitant une dureté accrue. A l'inverse, la trempe à l'huile, c'est privilégié pour les outils et les matrices, ainsi que les composants mécaniques qui doivent résister à des chocs thermiques. Ah, ok. Donc ça veut dire que la trempe à l'huile, on a une meilleure résistance au choc thermique. Je savais pas. Trempe à l'eau, couteau de cuisine, outils de coupe et trempe à l'huile, les pignons et les roulements. On constate que des aciers spécifiques tels que le 52100, qui est fréquemment utilisé pour les roulements et les pièces de machine, bénéficient grandement d'une trempe à l'huile. D'autre part, des nuances comme l'acier 1095, connu pour sa capacité à durcir parfaitement avec de l'eau, illustrent l'efficacité de la trempe à l'eau dans la couture de certains outils de coupe. Ok. Et on a des aspects pratiques à prendre en compte, la gestion des températures, préserver des matériaux inflammables, éviter la proximité des flammes nues lors de l'utilisation de l'huile. Arrête, jure. Comment ça, je peux pas faire ma trempe à l'huile à côté d'un haut fourneau? Donc en gros, là, les lames, ce serait uniquement de l'eau. Bah là, de ce que je vois, en tout cas dans la partie moderne, pour tout ce qui est couteau de cuisine, c'est une trempe à l'eau. C'est une trempe à l'eau, pourquoi? Parce que ça a besoin d'être dur, mais tu vas pas te battre avec. Enfin, normalement. Normalement. Par contre, pour une épée, il vaut mieux une trempe à l'huile, parce que c'est moins cassant. Parce qu'en fait, ton épée, il faut qu'elle résiste au choc et aux coups, alors que ton couteau de cuisine, il va pas avoir des chocs et des coups. Et c'est ce qui fait que quand tu fais tomber un couteau, bah, des fois, tu peux avoir une partie qui pète ou la pointe ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, normalement, ton couteau de cuisine, il n'est pas censé encaisser des chocs, donc il n'est pas censé devoir être... Enfin, il n'est pas censé être résistant, en fait, à ça. Donc on s'en fout, en fait, et on a juste besoin qu'il soit très dur. Qu'on soit capable de travailler le fil de la lame, qu'on soit capable de l'aiguiser, ce genre de choses. Mais l'eau, c'est pas plus résistant. L'eau, c'est résistant, mais c'est cassant. L'eau, c'est beaucoup plus résistant, mais c'est cassant. Ça te donne un acier qui va être très dur, mais qui va avoir l'inconvénient d'être cassant. Alors que ta trempe à l'huile, tu vas avoir comment dire, un truc, enfin, un refroidissement qui va être plus doux, et du coup qui va mieux résister au choc thermique, mais qui va être moins dur. Sauf qu'un katana, on cherche le tranchant et les samouraïs avaient même tendance à ne pas faire frapper les fils entre eux parce qu'ils avaient un vrai respect pour les katanas. Oui. Et dans le katana, on est sur une trempe à l'eau et à l'intérieur, sur l'extérieur, dans mon souvenir, si je me souviens bien du dernier live qu'on a fait, pour le katana, pour l'extérieur, en fait, l'arrière de ta lame, tu vas avoir du fer et tu vas avoir vraiment une partie très dure en acier, là où tu vas avoir le tranchant. Ça expliquait pourquoi les katanas, ils faisaient à l'eau, on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, il fallait que ce soit très très dur. T'imagines là le bon guerrier là avec comment ça s'appelle, truc de protection de guerre, tu sais. Ah, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Bon, bref, tous les trucs en métal là que tu mets avec ton casque, ton machin, ton truc. Imagine un katana contre soi. Et en gros, ça va juste répondre aux exigences et aux besoins en fait euh, des époques et des questionnements de guerre. Dans l'absolu, l'armure, voilà, c'était ça, j'avais oublié le mot. T'as besoin d'une grosse armure, bon bah t'as besoin d'un truc qui soit capable d'encaisser des chocs. Tu vas pas mettre un katana. Mais par contre, à l'inverse, tu vas avoir des guerriers qui vont avoir beaucoup de dextérité, mais qui vont avoir moins de protection. Je dis pas hein, que en Occident, ils avaient pas de dextérité, c'était deux méthodes, enfin deux manières de se battre différentes. Mais en gros, ça répondait pas aux mêmes besoins et aux mêmes attentes. Ah, trop bien, je suis sur les FAQ des procédés de trempe, donc toutes les questions. La trempe à l'huile offre un refroidissement plus contrôlé, minimisant les risques de fissures et améliorant la ténacité par rapport à un refroidissement à l'eau rapide. Alors, ça, non. Ça, c'est non. Est-ce qu'il y a des alternatives aux méthodes de trempe traditionnelles? Je trouve ça assez intéressant. D'autres méthodes comme la trempe à l'air ou
la trempe à l'azote peuvent être envisagées pour des propriétés spécifiques, sans les risques associés aux méthodes de l'eau et de l'huile. Attendez, il faut qu'on aille voir la trempe à l'azote. Une trempe à l'azote. J'ai compris. Ah, trop bien, moi aussi. Moi aussi, c'est trop cool. Trempe à l'azote. Là, t'as ton truc qui pète. Qu'est-ce que la trempe à l'azote? La trempe sous pression d'azote à 20 bars permet pour certaines nuances d'acier, notamment celles utilisées dans l'industrie automobile ou aéronautique, d'éviter la trempe à l'huile et d'obtenir des pièces propres avec des déformations limitées. Je savais pas du tout. La température de maintien se situe entre 0 et moins 150 degrés. Comment on justifie le traitement par le froid sur les aciers? La nécessité d'atteindre une température inférieure à la température ambiante suppose que des transformations métallurgiques peuvent intervenir pour des températures atteintes inférieures à celles-ci. C'est le cas notamment de certains alliages fer-carbone pour lequel le point de fin de transformation de l'austénite en martensite est lui-même inférieur à 0 degré. Il veut dire que si tu veux transformer ton austénite et ton martensite et que le point de martensite que tu veux atteindre est en dessous des 0 degrés, c'est là qu'il va falloir que tu passes sur de l'azote. C'est inférieur à 0 degré dès l'instant que la teneur en carbone est supérieure à l'eutectoïde, donc 0,8% de carbone en l'absence d'éléments d'alliage, d'où un risque accru d'austénite résiduelle après un traitement de sémentation. C'est hyper intéressant. Et pour eux et pour certains aciers, le fait qu'il y ait une austénite résiduelle, ça pose problème dans ces alliages si les températures, elles s'abaissent. Ok. Est-ce qu'on a des exemples? Exemples. Ces exemples d'application incluent la fabrication des pignons de boîtes de vitesse automobile et la réalisation de lames de couteau haute performance pour une trempe à l'azote sous vide. On évite une déformation, ça fait un truc propre. C'est génial. Trempe cryogénique à l'azote liquide, moins 80 degrés. Toujours plus. Fabrication de couteaux de cuisine de grande qualité en acier inoxydable ou d'outils de coupe industrielle, forêt, poinçon. Avantage, élimine l'austénite résiduelle pour augmenter notamment la dureté, la résistance à l'usure et la durée de vie de l'outil. Il y a toujours un lien vraiment avec la dureté du truc, l'aspect cassant. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. C'est trop cool. C'est trop bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on est pas mal là-dessus. On est super bien. Est-ce que il y a d'autres questions ou pas? Moi, j'ai compris. Je trouve ça hyper intéressant. On va chauffer, on va rendre, entre guillemets, plus pur. Ensuite, on va travailler, rajouter du carbone pour que ça devienne de l'acier. Puis ensuite, on va faire une grosse trempe et légèrement réchauffer pour avoir un côté un petit peu euh, moins cassant. Et on va avoir différentes structures au niveau du quadrillage, au niveau de la cristallisation de la lame. Je trouve ça trop, trop, trop intéressant. Si c'est OK pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions, pour moi, j'ai soulevé en fait toutes les questions. On est même allé jusqu'à la trempe cryogénique. Pour moi, on est tout bon. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire une petite pause de 5 minutes et puis après, on va enchaîner sur Expédition 33. Ouais, enchaîner sur Expédition 33 et demain, on recommencera sur les ordinateurs, sur qu'est-ce qu'il y a dans un ordinateur. On avait fait le code binaire, du coup, là, on peut vraiment rentrer dans les détails. Et ce serait, ouais, ce serait vraiment super bien. Carrément. C'était trop cool. Bon, ce que je fais, c'est que je vous mets une petite pause. Laisse-moi l'heure qu'elle œuvre. Ouais. Merci. Merci beaucoup. On fait la pause et on se retrouve dans 5 minutes pour Expédition 33. À feu.
N'hésitez pas à follow si ça vous plaît. Et si vous êtes là que pour les lives, on se couchera moins con. Et bah demain, en fait, on le fait en semaine, en tout début d'après-midi, en règle générale vers 13h20, 13h30.